Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Corentin? On va faire un Backy Shoes. Et qu'est-ce que ça veut dire faire un Backy Shoes? Ça veut dire qu'on va parler des comics qui sont sortis. Très bien Corentin. Ah, vraiment, c'est la vraie intro ça? Ouais, D'accord. parfait hein. Super. Eh ben on y va. Tan, 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 tan. Bonjour à toutes et tous, vous l'avez compris, vous êtes sur les belles ondes de First Print, votre podcast comics préféré de toute la Terre entière et depuis la création de l'humanité jusqu'à sa fin. On ne peut plus proche, bien entendu, et justement avant que Oula. le monde ne s'effondre, on est là pour Joyeux, vous toi. parler de comics. Eh oui, je suis, c'est super, ouais, le confinement, wouh, trop cool. Mais heureusement, il y a des comics qui sortent, heureusement, on a envie de vous en parler, et on va vous proposer un petit programme spécial plus axé sur de la VO pour cette émission. On essaye d'alterner entre VO et VF on vous refera bientôt des émissions, vous l'avez compris dans le dernier front page, pour vous parler quotidiennement de comics pendant le reconfinement, en espérant que ça dure le moins longtemps possible. Et en attendant, on va parler de comics donc sortis en VO tout récemment. Et ce qui est bien, c'est que c'est une émission qui va être placée sous le signe de la positivité, puisqu'on a plein de choses qu'on a bien kiffé, dont on a envie de vous parler. Mais d'abord, on va faire un petit point un peu plus négatif, sur la conclusion de Three Jokers. On vous avait parlé de Three Jokers 2 il y a quelques temps dans un précédent Backy Shoes. Donc là, la conclusion est arrivée sur le titre de Geoff Johns et Jason Fabok. Et donc, il y a le timecode dans la description, puisqu'on va rentrer dedans en mode full spoilers. On part du principe que vous allez nous écouter si vous avez lu le numéro. Et donc, pour passer directement à la partie jouasse et positive du podcast, rendez-vous dans la description pour aller sur le timecode du prochain titre qui est Rorschach. Mais d'abord, donc, Three Jokers qui a apporté donc une conclusion à ce fameux mystère des trois Jokers qui coexistent dans l'univers d'ici, qui nous avait été teasé en 2016 avec la conclusion de Darkseid War et le DC Rebirth, le DC Universe Rebirth numéro 1, qui lançait donc cette grande étape de DC Comics quand Geoff Johns était encore l'architecte de l'univers DC Comics. Donc, pour faire le résumé des deux précédents numéros, Batman, qui avait tout oublié de la révélation en 2016 qu'il avait eue sur la chaise de Métron, se rend compte qu'il y a trois Jokers qui opèrent en ce moment dans Gotham City et qui font des crimes. Apparemment, ils essayent de construire, de fabriquer un nouveau Joker. Donc c'est un petit peu un peu le high concept de ce numéro, c'est-à-dire que un Joker parmi les trois ou même parmi les dizaines qui existent en fait serait responsable de la création de d'autres clowns princes du crime. Pourquoi? Parce que le but c'est d'essayer de faire le meilleur Joker. Mais qu'est-ce que le meilleur Joker? On se demande encore parce que voilà, ce qui fait le sel du Joker généralement, c'est qu'il n'a pas d'identité, sauf que l'un de ces Jokers dit que non, justement le Joker ultime c'est celui qui a un nom. Grosso modo, Corentin, tu vas nous faire un petit peu le bilan de cette lecture qui t'a profondément agacé, je le crois. Le mot est faible. Le mot est faible. Mais je vais essayer d'être moins énervé que la dernière fois. Pour vous résumer, donc effectivement, on arrive sur un numéro qui est censé tout clôturer tout clore après deux numéros relativement peu intéressants qui évoquaient, comme on l'a déjà dit, alors c'est très peu original déjà, parce qu'effectivement, comme à chaque événement sur le Joker chez DC Comics, on a tendance à ramener Batgirl et le Red Hood, puisque ce sont deux des victimes du Joker, les deux plus grosses victimes, avec Sarah Essen dans l'historique du Joker chez DC Comics et chez Batman. Donc là, on se tape toute une série de poncifs sur le Joker, il est pas gentil, il a traumatisé la famille de Batman, il a pris des photos de Batgirl à poil. Tout ça, on le connaît, on l'a déjà vu, ça a déjà été évoqué maintes fois. Et on va quand même se le retaper, à la différence que c'est vraiment écrit pas très bien. En particulier, pour Red Hood, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que donc, Geoff Johns, qui était Chief Creative Officer de DC Comics à l'époque des New 52, donc qui a supervisé à la fois la relance du Red Hood dans Red Hood and the Outlaws, une série sur la rédemption de ce personnage qui peu à peu retrouve la lumière, se recrée une famille de pièces rapportées avec Arsenal et Starfire,
Et pour Batgirl, qui de la même façon, l'arc d'introduction de Batgirl dans les New 52 traitait déjà de son traumatisme, du fait de ne plus être Oracle. Et après, elle recroisera le Joker à plusieurs reprises, et ce sera exactement la même dynamique à chaque fois. Donc déjà, c'est assez répétitif par rapport à ce qu'on a déjà lu. Ensuite, bon après ça c'est une question de goût, mais je pense que le Red Hood n'a jamais été aussi agaçant que dans ces 3 numéros. On n'a pas l'impression qu'il ait vraiment évolué depuis la première réapparition qu'il avait eue à l'époque du run de Grant Morrison. C'est un stéréotype qui sort des phrases comme ouais, botte-leur le cul et tout, ou il est où le Joker, qui vous êtes mis de la peinture blanche sur le cul, ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est assez gaguesque, et honnêtement, ce personnage-là est même très gênant. Parce En que, fait, t'as un peu l'impression que limite, Geoff Johns l'a écrit comme si c'était rien passé entre Killing Joke, sa réapparition, et ouais. Three Jokers. Et comme si le coup de barre à mine qu'il a pris dans la gueule lui avait laissé un traumatisme crânien affreux qui fait de lui un énorme connard. Mais parce que là, vraiment, on est sur un haut niveau de. On parle parfois d'écriture woke quand on parle de personnages féminins, de personnages de couleur, etc. Là, il faudrait inventer un nouveau mot, genre, je sais pas, sleepy, pour l'écriture de ce Red Hood qui euh, tombe amoureux de Batgirl sans aucune raison apparente, qui va l'embrasser et après elle va lui mettre un stop, et puis finalement il va forcer en mode genre vas-y viens, demain je te paye une bière et tout. Elle lui dit non non mais frère, je crois que tu surinterprètes un peu ce qui se passe entre nous, là y a rien. Et après il va quand même lui écrire une lettre où il lui dit qu'il l'aime, qu'il a envie d'arrêter d'être le Red Hood pour se consacrer essentiellement à elle, alors que enfin, vous avez juste fait un bisou, frérot. Ça fait un peu penser à ces mecs sur Instagram qui envoient des longs poèmes à des meufs qui posent juste des photos d'elle de temps en temps en mode genre t'es trop belle, je suis amoureux de toi et tout. Enfin, c'est le forceur absolu. Il est assez gênant, je trouve, sur Red Hood. En plus, il est assez agressif envers Batman. J'avais lu une critique sur DC.net qui disait que justement la série Free Jokers allait traiter en fait des traumatismes qu'avait causé le Joker, mais aussi Batman, et de la responsabilité qu'il avait par rapport à ses sidekicks, qui sont au départ des enfants qu'il envoie à la guerre et tout. Ce qui aurait pu être un angle intéressant pour Free Jokers finalement. C'est vrai que pourquoi pas, à la limite, quitte à justement éclipser le côté Joker, autant parler effectivement du fait que Batman confronte quand même ses gamins à de vrais dangereux psychopathes. Mais le problème, c'est que ce qui est dit n'est pas très original, et que les personnages en eux-mêmes sont des parodies de ce qu'ils sont au quotidien. Normalement, Jason Todd est plus intelligent que ça, il est plus même quelque part traumatisé. C'est quand même triste de dire que Scott Lobdell a mieux écrit le Red Hood que Geoff Johns, qui est quand même censé connaître et maîtriser l'univers d'essai. Là, en l'occurrence, ce Red Hood-là, c'est un gamin en colère, qui est très bête, qui est très forceur avec les femmes, qui est très violent, qui n'hésite pas à tuer. Enfin, c'est vraiment une caricature de lui-même, en fait. Ouais, Donc ça, alors c'est pas intéressant. juste sur le côté de la violence, c'est pas vraiment forcément ce qui me dérange le plus, parce que c'est quand même un petit peu aux origines du personnage. Quand Jason Todd réapparaît après sa mort et Ouais. qu'il endosse l'alias du Red Hood, justement, il se démarque de Batman, et même lui fait un peu payer en lui disant mais toi t'as pas réussi à me sauver de toute façon, et ta technique ne marche pas, parce qu'au final on en devient les victimes. Et donc moi j'ai employé la méthode radicale qui est de me régler de façon définitive les problèmes des criminels à coup de balles dans la tête. Mais là, c'est pas le propos, puisque finalement, il le fait parce qu'il est un petit peu au bord de la névrose. Il tue un Joker parce qu'il lui rappelle justement l'assassinat qu'il a subi, puis après, il s'en veut. On t'explique qu'il est quand même traumatisé par son geste, qu'après, il y a la question du procès, est-ce qu'il va se dénoncer, pas se dénoncer. C'est quand même critiqué, tu vois, alors que, comme tu dis, effectivement, ça n'a rien d'inédit. Jason Todd a déjà tué auparavant, donc Batman ne devrait même pas avoir à se poser la question de oh là là, il a tué, non, quand même, c'est mon Jason, il ferait pas ça et tout. Alors qu'au final, il a déjà du sang sur les mains. Même avant de devenir le Red Hood, il avait déjà du sang sur les mains de toute façon. Donc tout ça en fait est très peu original, très peu recherché, et on perd beaucoup de temps à s'apesantir là-dessus. Maintenant, pour la question des Jokers. Euh, Comment dire ça poliment sans s'énerver? C'est nul. Voilà, tu vois, tu y arrives. Voilà, c'est vraiment. Ça, c'est nos séances de thérapie, tu vois, qui commencent à fonctionner, que Corentin. Tout à fait. Mais j'ai besoin que tu m'alimentes, parce que je vais pas réussir à tout formuler tout seul en fait. C'est nul parce que déjà ça pose pas la question de qui est le Joker. Ça pose la question de y a-t-il un intérêt à connaître l'identité du Joker? Ce à quoi le Joker va te répondre non. Ce à quoi tu peux lui répondre, dans ce cas-là, pourquoi faire la série? Ensuite, il répond non en répétant à peu près ce que tout le monde sait, que l'intérêt du Joker n'est pas justement de lui mettre une identité, un persona, parce que finalement, du coup, il devient juste une créature humaine et pas l'avatar du chaos, etc. Du coup, on pourrait se dire quelque part, ça respecte le canon officiel, mais en définitive, on va quand même lui donner une origine civile, on va quand même trifouiller dans le passé de Killing Joke,
en expliquant même qu'en fait l'origine que lui-même se raconte dans Killing Joke, avec cette espèce de mari un peu fauché qui perd sa femme, voilà, tout ça était un mensonge, un délire qu'il se faisait à l'époque. Mais qui n'est pas incohérent avec le fait que les origines du Joker ne sont jamais vraiment figées dans le marbre et que Tout tu à as fait. toujours une part d'incertitude. Et que même il est pas idiot de s'imaginer que le Joker justement fantasmait cette espèce de vie de père modèle un peu sans le sou, qui serait un personnage tragique, alors qu'en fait depuis le début ça aurait été un taré. Mais j'ai envie de dire que ce qui est intéressant, c'est justement qu'on ne sait pas. Killing Joke laisse la porte ouverte au doute. Là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que la série te dit littéralement, le Joker a toujours été un fou, a toujours été un homme abusif et violent. Et en définitive, Killing Joke était un mensonge qu'il se disait à lui-même. Sauf que, bah, du coup, ça renvoie à l'idée que le Joker a toujours. C'est pas la fameuse formule de. A bad day makes you Voilà, mad. you're one bad day away from being me, comme dirait le Punisher. Là, c'est vraiment. C'est juste un salaud, en fait. Et c'est toujours été un salaud, un névrosé, un psychotique. On en revient presque à l'époque du Villain's Month, où on t'explique que c'est un enfant battu, tu vois. Ouais. Alors que justement, c'est l'intérêt du Joker, si tu dis que le but, c'est qu'il n'ait pas d'identité, ne termine pas ta série en lui donnant une identité, en fait, ou un passé. Surtout qu'il y a une énorme contradiction avec ça. Ah, vas-y, parce que du coup, là, je sais plus. Bah, parce que à la fin, tu as quand même Batman qui dit à Alfred, en plus, là aussi, il faudra juste se refaire un paragraphe sur mais comment Geoff Johns a pu-t-il tomber si bas dans sa manière d'écrire, dans ses dialogues, parce que t'as quand même Batman qui dit à Alfred, oui, alors n'oublie pas, sans fausse modestie, et que je suis le Batman. Donc en fait, dès la première semaine après ma rencontre avec le Joker, je savais qui c'était. Et du coup, j'ai toujours su qui c'était. Et en fait, si on fait semblant de pas entretenir, enfin de pas dévoiler son identité, en fait, la raison, elle est toute claquée. C'est parce qu'il y a sa femme en Alaska qui s'est enfuie et qu'il faudrait surtout pas qu'il puisse la retrouver. Ce qui est gaguesque. Ça contredit tellement de trucs de la chronologie Batman que c'est absolument impossible. Et puis, tu te doutes bien que si Joker a lui-même réussi à trouver l'identité de Batman, de Robin, de Barbara Gordon, c'est pas compliqué de trouver sa femme en Alaska non plus, quoi. Ouais. Bon, après, ça, c'est du métatexte, on va dire, mais moi, vraiment, le truc qui me gêne prodigieusement, c'est que je croyais que la série allait interroger un petit peu l'évolution du Joker à travers les âges. Et c'est un petit peu sur ça que ça se lançait au départ. Oui, parce que les Voilà. 3 Jokers qu'on voyait à la fin de Dark Side War, c'était vraiment typé le Joker du Golden Age, celui de Killing Joke et le Joker moderne. Et j'imagine vraiment qu'à cette époque-là, et peut-être avec les plans un petit peu que Jones avait sur Doomsday Clock, qu'il y avait une forme de coexistence de ces 3 entités parce que le métaverse, parce Voilà, que c'est ça. ce genre de choses. Parce qu'une rupture de réalité qui aurait probablement été avec le DC Universe Rebirth, les manipulations qu'a fait Dr. Manhattan dans la continuité, en définitive, pas du tout. C'est juste un truc qu'on a déjà vu avant, notamment dans Dark Knight Strikes Again, où le Joker transforme Dick Grayson en Joker 2. C'est quelque chose qui, juste, le Joker se crée des clones. Évidemment, comme justement on peut utiliser, et c'est là que j'ai vu des gens qui trouvent ça brillant, le côté finalement il donne pas la réponse, etc. Mais non, c'est de la facilité. Il n'y a rien de plus facile que de dire finalement on n'est pas sûr. C'est justement c'est une porte de sortie qui est très évidente dans laquelle tu peux te réfugier en justement en disant regardez comme c'est brillant finalement, est-ce qu'il a créé les autres Jokers ou est-ce qu'il a été créé par l'un des deux autres, on ne sait pas, etc. Mais du coup il n'y a aucune réponse, ça n'apporte rien au mythe du Joker qu'on savait déjà. Voilà. Sinon confronter en fait finalement quelque part, je trouve ça un peu dommage, confronter les figures entre elles en disant qu'en définitive, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, que le vrai Joker qui comprend le mieux Batman, c'est le vieux, celui qui justement n'était pas encore le Joker du Golden Age, qui n'était pas encore théâtral, etc. Sauf que c'est même pas lui en vérité, puisque c'est pas ce Joker des premiers affrontements, parce qu'il n'y a pas de métaverse, c'est juste un vieil homme qui a été transformé en Joker probablement, puisque Batman du coup aurait dû être plus vieux aussi si jamais ils s'étaient croisés au Golden Age. Alors que moi j'imaginais justement qu'à la limite le Joker du Golden Age avait été pas racheté dans la continuité normale, avait vieilli et voulait redevenir le Joker central, tu vois. En fait il y a tellement de fanfiction que tu peux écrire qui serait mieux que ce qu'on a eu. Parce que ce qu'on a eu, en fait, ne dit rien. Et contredit même des éléments de continuité que Geoff Johns a piloté par lui-même. Quand on te montre le comédien, donc celui qui, en fait, se trouve être le vrai Joker, soi-disant. Donc celui du Killing Joke. Voilà, on te montre un élément de background, enfin une scène de flashback, où c'est une scène de Endgame de Scott Snyder et Greg Capullo. Sauf que le Joker de Scott Snyder et Greg Capullo, il a une origine. C'est Zero Year, c'était le Red Hood, c'était un gangster, il n'était pas peinturluré, ni marié, ni rien du tout, c'était un gangster depuis le début, donc comment est-ce que lui-même après pourrait être le même Joker que Killing Joke? Ça n'a aucun sens. Oui, et puis de toute façon, si Batman dit depuis la première semaine je connais l'identité du Joker, encore une fois, ça n'a aucun sens sur le fait qu'il était surpris par la réponse de la chaise de Métron il y a 4 ans. Et puis ça n'a aucun sens de faire cette enquête. Il devrait juste lui dire je suis au courant où est ta femme, et puis voilà, c'est tout. Mais il y a tellement en fait de bêtises dans ces 3 numéros et d'une violence gratuite et bête
euh, notamment par rapport à l'espèce d'armée de Joker zombies. On est vraiment revenu à l'époque des années 90 là. C'est vraiment l'armée de Faceless Joker, c'est gratuit, c'est bête. L'idée que le Joker puisse se transmettre, comme avec Smiley dans We Are Robin ou avec Harley Quinn quelque part, c'est pas l'idée que le Joker se clone lui-même. L'idée, c'est que le Joker, justement, sa pensée et son C'est chaos, une idée, voilà. Une convertit des idéologie. gens au chaos, pas au Joker, au chaos. Mm. Et que du coup, bah, après, libre à chacun de se peinturer la gueule ou pas, tu vois. C'est ce que Christopher Nolan avait mieux fait dans The Dark Knight, où il crée en fait Double Face en lui donnant l'envie de foutre le bordel, en fait. Mm. C'est- Reproduire entre guillemets que le Joker soit une sorte d'agent Smith qui fasse des copier-coller de lui-même, c'est déjà incohérent avec le fait que le Joker n'est pas un partageur. Le Joker est prêt à tuer Harley quand Harley a réussi à battre Batman et pas lui. Tu vois, là pour le coup, tu comprends même pas, même les interactions qui se font, j'ai relu le numéro 1, qui se font entre trois Jokers dans la cabane. S'il y en a un qui est censé être le leader, c'est pas du tout évident, c'est pas clair. T'as l'impression vraiment qu'il a écrit ses numéros au jour le jour. Et on pourrait revenir à Darkseid War. Je ne pense vraiment pas à aucun moment qu'il avait prévu de faire ça quand C'est il a sûr. terminé l'arc Darkseid War avec cette question. Moi, ça me paraît évident que, d'une part, bah, de toute façon, Geoff Johns est tombé en désuétude par rapport à son poste d'architecte de l'univers d'ici, que son projet, il est passé à la trappe des grands plans qu'il devait y avoir pour la continuité principale, que c'est devenu un petit peu comme Doomsday Clock, mais encore pire que Doomsday Clock avec les retards accumulés, un truc vraiment genre, ouais, vas-y, fous-le dans le back label, c'est en continuité ou pas, on s'en branle, tu fais ton truc dans ton coin. Sauf que au final, il a été obligé d'écrire un truc qui se contredit lui-même. Et surtout, j'ai l'impression qu'il en a eu plus rien à foutre parce que on peut pardonner, enfin on peut essayer d'expliquer un peu toutes les erreurs, parce que c'est quand même dur en fait de faire un truc qui se tient quand t'as une idée qui est un petit peu foireuse à la base quand même, il faut le dire. Mais parfois par rapport juste aux lignes d'écriture, à la façon dont parfois les personnages se parlent, ouais, à la mécompréhension totale de Jason Todd, même à ce Batman qui dit je te rappelle que je suis quand même le Batman, tu vois, Alfred, d'une façon mais tellement premier degré en Ouais, fait. ouais. Et tu te dis mais c'est un Jim Geoff Johns Gordon, Jim Gordon qui qui est dit à sa fille ne fraye pas que ce connard, qu'elle vient d'envoyer chier. Elle vient de lui dire ouais, il ouais. se passera rien. Le père vient lui dire ma fille, fais gaffe avec qui tu traînes. Elle lui répond je traîne avec qui je veux. Mais enfin, Papa. qu'est-ce que c'est que cette écriture Et ouais, non, c'est ça, c'est C'est que idiot. Enfin, je l'ai jamais vu aussi mal écrire quelque chose en fait. bah, c'est rentre dedans, c'est bourrin, ça a aucune subtilité, quoi. Donc C'est bête, c'est gratuit. toi tu dis que Jones a eu envie de faire son Bah, All-Star je me pose Batman et la Robin. question. En fait, pour moi, c'est tellement incohérent par rapport justement. Geoff Jones, il a aussi écrit les Teen Titans. Il sait écrire des romances adolescentes, en tout cas même de manière plus fine que ça. Le fait est aussi que bon, il n'est pas trop passé par le Joker. Mais Geoff Jones, c'est un mec qui connaît l'univers DC, qui sait que c'est pas cohérent avec ce qu'il fait, et même que c'est pas cohérent avec sa propre histoire. Quand il Mettons qu'effectivement, il faut prendre au premier degré Three Jokers comme la suite de Darkseid War. Quand Batman demande à la chaise de Métron qui est le Joker, elle lui répond bah, le Joker c'est lui. Elle lui répond pas il y en a trois. Parce que si les deux autres sont juste des clones, dans ce cas-là, elle devrait lui dire. Et puis il y a aussi le Joker, tu sais, tous les mecs qui sont morts au début qu'on voit dans les photos, tu vois. Ouais, c'est Elle ça. devrait dire en fait il y a 27 Jokers, mais il y en a un seul qui est le vrai, tu vois. Donc tout ça en fait est complètement incohérent, c'est complètement bête. Et moi je me dis qu'en fait, quelque part, probablement échaudé par le temps que ça a pris, par la façon dont DC a évolué, par le rôle qu'il a perdu, etc. Peut-être qu'il. Alors soit effectivement il s'est torché avec, soit il y a un propos méta que je n'arrive pas à comprendre encore sur le fait que il avait pas envie, il avait envie de faire chier en fait. Il avait envie de choquer, il avait envie d'envoyer un doigt au lecteur ou aux éditeurs, ce que tu veux. Mais même les plus mauvaises histoires de Geoff Jones, tu vois, tu prends les Batman Earth One, c'est des bonnes histoires, mais c'est assez basique, grosso modo. Même les mauvaises histoires de Justice League, par exemple, sont quand même plus travaillées. Il y a une meilleure utilisation de l'univers DC en général. Mm, mm. Même son Batman Paranoïaque est mieux foutu que ça. Et quand t'as justement dirigé, toi, en tant que Chief Creative Officer, Ouais, c'est le mec qui a fait Infinite Crisis, qui a mais bien fait sûr. Green Non Lantern. mais voilà, et puis c'est lui qui a c'est écrit un la nouvelle ère ouf. de DC Comics, tu vois, Mais quelque oui. part. Je veux dire, Scott Snyder, voilà, il a travaillé avec Geoff Jones pendant des années en tant que superviseur, etc. Enfin, même Mark Doyle et compagnie. Tu peux pas dire que ce Joker-là, pas après Death of the Family, pas après Endgame, pas après justement le rôle qu'a pris le Joker aujourd'hui, tu peux pas dire que le Joker de Killing Joke, c'est le même que celui de Zero Year. Pour moi, c'est un doigt, vraiment, j'arrête pas de faire le montage, je signe du doigt, c'est un doigt d'honneur, et à mon avis, on est dans le vrai tous les deux. Je pense qu'il avait pas envie, il s'est torché avec, et en même temps, à mon avis, il avait aussi un peu envie de faire chier. Le problème, c'est que la critique américaine n'a pas l'air si
est chaud, dégoûté par le projet que ça. Bon, après, c'est les Américains. Et surtout que c'est quand même devenu, enfin, c'est un non-événement au final par rapport aux attentes qui étaient posées ou à concept qu'il y avait à la C'est base. ça. C'est que, au final, tu te retrouves quand même avec 3 numéros et 120 pages, quoi, pour te dire, pour conclure vraiment, bah, au final, en fait, l'identité du Joker, c'est pas important. Enfin, et c'est ce qui fait l'intérêt du truc, c'est que c'est pas important. Et tu fais, mais gars, en fait, pour m'expliquer ça, en fait, t'avais pas besoin de passer tout ce temps-là et t'avais pas besoin de monopoliser Jason Fabok sur ce projet alors qu'il pouvait faire des trucs 1000 fois mieux à côté. Hein. Ça me fait penser, tiens, je vais faire un peu mon République, ça me fait penser à Star Wars, cette histoire-là. Tu prends Star Wars 7 où on te laisse envisager l'idée que les parents de Daisy Ridley, donc Rey, ce serait important, puis dans le 8, on te dit, en fait, ça n'a aucune importance, c'était même stupide de me poser la question, tu vois. Sauf que c'est deux créateurs différents qui avaient des visions opposées. Là, c'est le même créateur qui te pose la question qui est le Joker, et qui après te répond, on s'en branle, t'es con, qu'est-ce qu'on en a à foutre, mais qui va quand même te dire que c'est le Joker. Donc c'est un niveau de foutage de gueule doublé en fait. Tu vois, à la fois il fait plaisir, enfin il fait pas plaisir à ceux qui voulaient justement avoir une sorte de, quitte à prendre une parallèle hors continuité, justement parce que ça s'est déjà vu, des histoires où le Joker redevient un mec normal, civil et tout. Ça s'est déjà vu des histoires où le Joker arrête d'être le Joker quand Batman disparaît. Ça s'est déjà vu des histoires où même justement il y a des prolongements du Joker dans le futur, etc. Donc il fait pas plaisir à ces gens-là parce qu'au final on reste sur la théorie de Killing Joke, que le Joker c'est une idée et que c'est le reflet de Batman et compagnie, et en même temps on fait pas non plus plaisir à ceux qui croient qu'entre guillemets Killing Joke c'est pas factuel, en disant mais si en fait vraiment c'était canon, mais en même temps pas vraiment, parce que l'histoire qu'il te raconte dedans c'est la vision qu'il a lui et pas celle que sa femme. Donc en fait et honnêtement ça n'amène ça rien. On a parlé l'autre fois de Killer Smile. Killer Smile justement où on parle encore d'un Joker qui crée un autre super méchant, un féodalité du chaos. C'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus subtil, beaucoup mieux dirigé. Il y a un meilleur respect de la créature flippante qu'est le Joker. Là, on dirait vraiment un vilain de série B. On dirait un vilain trauma, quoi. C'est le mec qui se crée son armée de clones. Mec, à quel niveau d'égo débile t'en es? Et puis même lui, à la fin, il t'explique, il bute son propre homme et il te dit lui-même, bon, c'était une idée que j'avais. Maintenant, on passe à autre chose. Ouais, parce que c'est moi au final qui vais être même tout son processus de dire je veux absolument te pousser à pardonner à Joe Chill pour que vraiment la source principale de ton tourment soit plus le mec qui a buté tes parents, mais que ce soit vraiment moi. Ça peut marcher dans ce sens où t'as vraiment quand même ce Joker qui est amoureux en fait de Batman et qui veut être, qui est, si tu veux, la copine la plus jalouse du monde par rapport à ça. Mais quel besoin il y avait de faire le truc, tu sais, tout le stratagème avec le cinéma, machin. Mais combien de fois on a vu le Joker tendre un piège à Batman et ses pairs en reprenant le fameux théâtre ou cinéma dans lequel il allait voir le film avant la mort de ses parents. C'est de la repompée, de la ressucée, comment dirais-je, redite. À quel moment, ça c'est un truc aussi que Scott Snyder il a dit, le Joker il s'en fout de savoir qui est derrière le masque de Batman. Il a jamais voulu le démasquer, il en a rien à foutre, tu vois, c'est un truc, c'est Batman qui l'intéresse, pas Bruce Wayne. Donc pourquoi il voudrait essayer de piéger Bruce Wayne? Si le Joker il veut énerver Batman, il va tuer un autre Robin, tu vois, c'est... Pour moi en fait, je te dis, j'ai pas l'impression de comprendre ce qu'il est même pensé à faire avant l'exécution. Il faudrait vraiment qu'on se prenne un mois de recul et on relise d'un bloc et on revoit un peu le parcours. Années 90, c'est le vilain qui t'explique le manuel de l'histoire, tu vois. Qui se monte dans le panier à salade, qui t'explique tout le scénario. C'est vrai qu'il fait ça. C'est tac, 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 tac. Enfin, mec... c'est vrai qu'il y a un énorme... parce que le fait, pendant 2 numéros, t'as tellement pas avancé que t'es forcément en fait, obligé d'avoir ce fameux monologue du vilain qui t'explique tout ce qu'il a voulu faire. Et puis encore une fois... Et ça, c'est quand même un peu un aveu d'échec dans l'écriture, tu vois. Et puis, encore une fois, t'as l'impression que ça nie des décennies d'histoire, qu'en définitive le Joker t'es pas plus avancé par rapport à du coup tu peux considérer maintenant qu'il est Joker un peu plus canon, sauf que en définitive je pense que personne n'a vraiment personne va réutiliser cette histoire de la meuf en Alaska. Personne, jamais de la vie. Mais en même temps encore heureux. Heureux. Enfin ça m'énerve tellement, je crois pas que j'ai de vraiment d'arguments pour dire pourquoi c'est stupide. Le Joker, si jamais un jour regarde White Knight, Jack Napier. Ok, pourquoi pas, il a une identité civile, il devient malade, et puis après, on pourra trouver ça débile, pareil, le côté Hulk, où d'un coup, tu sais, c'est bien le Joker, mais c'est bon, j'arrive à me contrôler maintenant, tu vois, ça c'est un peu ridicule. Mais quelque part, il y a aussi ce côté identité civile, et surtout, en faisant ça, il arrive quand même à maintenir l'idée que Joker est amoureux de Batman, et que tout ce qu'il fait, même en civil, en fait, c'est un plan de Joker pour contrôler la ville, tu vois. Bon, après, la fin de l'histoire est plus compliquée que ça, mais même ça, en fait, même lui, en trouvant une identité civile au Joker, a réussi à faire un truc plus propre, plus cadré, et qui en définitive reste un Elseworld. Alors que là, pour le coup, il puise dans la continuité en prenant un peu les éléments qu'il veut, évidemment, parce qu'on va pas s'emmerder à dire que Redwood et The Outlaws passaient par là et que Jason Todd n'est plus ce petit connard énervé qu'il était il y a 15 ans. Mais vraiment, je suis très inquiet pour Geoff Jones, très honnêtement. Ça tombe bien parce que là, il a rien de prévu, rien d'annoncé pour le moment. Zone, quand même.
Mais voilà, après Doomsday Clock, bon, déjà, on peut considérer que Doomsday Clock On en reparlera de est un coup manqué au niveau éditorial. Pour moi, c'est vraiment une très mauvaise histoire, mais c'était quand même mieux écrit, mieux piloté, il y avait un plan. Là, j'ai pas senti de plan, j'ai senti du surplace pendant 2 numéros, et finalement une réponse à une question que personne ne se posait, et pas de réponse sur la question qu'il avait lui-même posée. Donc en définitive, c'est un échec total. Le seul intérêt, comme tu disais, bon, ce sont les dessins. Moi, j'avoue que je suis pas particulièrement fan de ce style très gris, très musculeux et violent. Très dents serrées. Ouais, moi ça me plaît pas trop ce dessin trop mainstream justement et trop d'essais en fait, tu vois, très d'essais serious business, des grandes splash pages et tout, ça bastonne, etc. Moi, j'aime bien. Puis je trouve, en fait, ça ne fait qu'ajouter à la bêtise années 90 du truc pour moi. Ouais. Alors que si à la limite il y avait Nous eu un ne style serons pas plus... d'accord là-dessus, Tu vois, Corentin. tu prends Bloodshot par exemple, le Bloodshot de Jeff Lemire, quand il a ces scènes d'hallucination où il parle à son mini Bloodshot, tu vois. C'est là, il casse un petit peu la narration du truc, ou comme Killer Smile avec Mr. Smiles. Là, ça aurait été le moment de varier un peu les styles. Tu vois, limite, justement, de présenter les points de vue des Jokers avec différents dessinateurs et tout, enfin un truc plus ambitieux. Ah oui, mais bon. Mais là, du coup, bah, franchement, à part là, une repompe de Brian Bolland avec ça, c'est pareil. Hein. Subtilité à fond. Le Joker du Killing Joke, ah bah, on va l'habiller exactement comme dans une scène de Killing Joke. Quel est le. Pourquoi dès qu'il Bah, apparaît avec son appareil photo, il dit Smile à Batgirl. Enfin, j'ai compris que c'était le Joker de Killing Joke, t'es pas obligé non plus de me le gueuler dans l'oreille, tu vois. mais ça, c'est Donc, parce que c'est pour les. Non, j'ai pas envie d'être méchant, mais pour les débiles aussi, c'est pour les débiles. Enfin, Ouais, ça. c'est pour les gros ricains. Hein. Ça, c'est pour le fan service, mais c'est vrai, c'est le fan service roublard, quoi. Genre, ah, t'as vu, c'est le Joker de Killing Joke, ah, regarde, on l'a mis comme dans Killing Joke, et il dit les mêmes trucs que dans Killing Joke. Et, et comme ça, le mec ouais, un peu moyen, il va se dire, ah ouais, c'est un easter egg à Killing Joke, j'avais pas compris. Ouais. Puis alors, toute la torture de Joker, de Redwood, pardon, dans le numéro 2, du coup, ne sert absolument à rien. Moi, je m'attendais à un twist en mode genre ça va devenir le nouveau Joker à la fin, en mode. Bah, il disait qu'il avait hésité, mais que justement, il était pas assez. Je sais pas du quoi, coup, ça n'a servi à rien. Et du coup, Le bisou avec Batgirl n'a servi à rien. En fait, rien n'a servi à rien. Bref, bah C'est dingo. Voilà, même, c'était. Je pense que ce mec à une époque dirigeait juste la Justice League. Aujourd'hui, bah, c'est un mec dont on lit les BD. On se dit, bon. Non, mais vraiment, Geoff Johns, ouais, c'est ça. C'est Flash, c'est les Teen Titans, c'est Green Lantern, c'est Infinite Crisis. Ah putain, tout Green ça. Lantern, on est loin là. Donc il y a tellement de trucs énormes qu'il a fait que c'est vraiment assez triste de voir. Mais comme dit, je pense qu'il est que à moitié responsable parce que l'éditorial de DC a clairement aussi joué sur ce qu'est devenu le projet. Et puis c'est pour ça que je peux pas non plus glissant aussi. Voilà, le Joker et Batman, c'est compliqué à manœuvrer. Mais même en se forçant, il aurait probablement pas fait aussi pire que ça il y a 4 ans, quoi. Ok, bon, allez, on enchaîne avec un truc qui t'a un peu plus enjoué, qui est aussi C'était le seul numéro négatif de la sélection de cette semaine. Voilà, qui t'a aussi plus enjoué. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je vais te laisser en discuter parce que l'idée de base aussi pouvait être glissante, puisqu'on parle de Rorschach numéro 1, de Tom King et Jorge Fornes, qui décident donc d'apporter encore une autre suite, une autre extrapolation du Watchmen d'Alan Moore. Et on sait que toi, tu y es très attaché et qu'en général, tu n'aimes pas trop le fait de vouloir reprendre l'héritage d'Alan Moore, qu'on a assez pillé. Mais pour le coup, ce Rorschach là, c'est un bon démarrage pour toi. Oui. Et je fais du coup amende honorable, même si je continue à penser dans un monde idéal, il ne faudrait pas que cette série existe. Il faudrait respecter la parole des auteurs. Comme je les rappelle dans ma critique, en fait, c'est pas juste moi qui fais chier, c'est pas juste moi qui suis le gros fan obtus qui va absolument pas qu'on touche. Ouais, mais c'est comme ça qu'on aime te présenter ici, tu sais bien. Je sais bien, bien sûr. Ben, grâce à toi, merci mon grand. Oui, mais quand on suit un petit peu la pensée d'Alan Moore, on voit que ce qu'il a fait en tant qu'auteur a toujours été de miser vers l'indépendance, d'essayer de casser des concepts préétablis, de faire un truc qui, grosso modo, n'appartiendrait qu'à Alan Moore et à ses lecteurs. Là, en définitive, on a vu effectivement que la plupart des initiatives de récupération de Watchmen, à quelques Before Watchmen près, et la série télé d'HBO, que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures séries télé de comics, etc. Il y a quelques bons projets, mais dans l'ensemble, c'est effectivement difficile de passer après le mythe original. Et ça tombe bien, parce que ce que fait Tom King, c'est justement, enfin ce qu'il a l'air de faire, parce que c'est encore un premier numéro, hein, c'est de remettre Alan Moore au centre du récit. Donc on est dans un futur de futur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans l'Uchronie de la série HBO, qui est déjà la suite de l'Uchronie de Alan Moore et Dave Gibbons en 85. Là, on est dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la suite de la série de Lindelof, qui est déjà la suite du comics. Du coup, ça évite de dire juste que c'est une sorte de Watchmen 2. C'est plus une sorte de Watchmen HBO 2, on va dire, qui prend un point de vue assez différent sur les choses. Donc on est vraiment dans une enclave, donc ça évite de trop canoniser le récit. Le président Robert Redford, comme dans le monde réel, se confronte à une élection présidentielle en devenir.
contre un candidat a priori républicain, a priori très à droite. On voit les pancartes de ces manifestants où il pourrait vraiment y avoir écrit Make America Great Again et ce serait tout à fait pareil. Euh, ce politicien qui présente un petit peu la montée des idéaux de droite et néofascistes aux États-Unis va être victime d'un attentat dont il va réchapper par un type déguisé en Rorschach et son acolyte, une jeune femme déguisée en héroïne de western. Les deux terroristes se font assassiner par les services secrets, enfin les services spéciaux, les forces de l'ordre qui étaient là sur place, et un inspecteur est détaché pour mener l'enquête. Ce faisant, il réalise que notre Rorschach est un auteur de comics qui s'appelle Will Myerson, qui était l'une des très grandes plumes des comics un peu punk et underground des années 70-80, que son travail a été, là encore, pillé par les éditeurs qui ont travaillé avec lui, et que actuellement une adaptation de son travail est prévue pour le cinéma, donc forcément les liens se font. Mais là où le Rorschach original était plutôt un mec qui tirait à droite, celui-là apparemment tire à gauche, parce que quand la police pénètre chez lui, il trouve des carnets d'écriture, des carnets de pensée ou des posts de blog sur lesquels il craint la montée du néofascisme aux États-Unis, la montée des idéaux sécuritaristes, du racisme, etc., etc. L'enquête progresse très légèrement et on découvre qu'il y a une sorte de groupe secret, de club secret entre auteurs de comics. Donc il y a du Otto Binder, il y a du Frank Miller qui sont mentionnés. Et désolé, hein, c'est full spoiler. Hein. Et du coup, moi ça m'amène à deux réflexions. Comme je l'ai dit dans ma critique, pour commencer déjà, Rorschach, le premier personnage inventé par Alan Moore sur la base de The Question et de Mr. A, c'est une personnification du créateur Steve Ditko. Donc Steve Ditko, qui est notamment le créateur de Spider-Man, de Doctor Strange, qui a découvert les écrits de Ayn Rand, notamment Atlas Shrugs, donc Atlas hausse les épaules aux États-Unis, qui est donc un bouquin qui théorise le libertarianisme, donc la pensée individuelle contre l'État et le collectif, qui considère que par exemple l'État ne devrait pas prendre des impôts aux particuliers, que les particuliers devraient se débrouiller tout seuls et profiter seuls des fruits de leur labeur. Qui est aussi pour une justice expéditive, qui considère qu'il y a des gens bien et des gens mauvais, et que les gens mauvais méritent de mourir, et que sans procès à la limite, tu vois. Ditko a vraiment été bouleversé par cette lecture et s'est vraiment converti aux idéaux de libertarianisme, au point du coup de faire une guerre à Stan Lee pour récupérer les fruits de son travail, ce qui est tout à fait normal. Et là du coup ça évoque aussi un petit peu Alan Moore, parce qu'en ayant créé Spider-Man et Doctor Strange, il n'a pas non plus été riche à milliards. Hein. Après ça il quitte Marvel, il s'enferme dans l'isolement, il ne réapparaît plus et il prophétise occasionnellement ses théories dans des comics underground. Ce personnage-là, Alan Moore, du coup, l'a utilisé pour faire son Rorschach, qui est effectivement un mec qui s'isole, qui est toujours dans le combat, qui ne veut pas montrer son visage, comme le vrai Ditko, qui est pour une justice expéditive, qui considère qu'il y a des raclures et des corrompus en politique. Et Tom King fait la même chose avec un nouveau Rorschach, qui du coup va plus brosser dans le sens de Alan Moore. C'est-à-dire que les deux ont des points communs. Les deux sont des auteurs qui ont été floués par leurs éditeurs, qui n'ont pas profité des gains économiques créés par leurs travaux et qui ont claqué des portes pour s'enfermer dans l'isolement, enfin dans l'isolation, l'ermitage volontaire, avec beaucoup de rancœur envers le monde passé. Mais là où Ditko était plus un mec de droite, Alan Moore est plus un mec d'ultra-gauche, voilà, végétarien, féministe, ce que tu veux. En l'occurrence, donc on peut très bien imaginer qu'a priori ce Rorschach-là va être une sorte d'analyse de et si on essayait de recréer un Moore fictif dans le monde de Watchmen, donc une vraie grosse mise en abîme méta, pour en fait faire de lui le héros que n'avait pas été Steve Ditko. Partant de là, ça va plus loin avec cette espèce de collectif d'auteurs. Et moi, en fait, j'ai tendance à me dire que Tom King, il a plus ou moins, enfin, il a régulièrement dit qu'en fait, il comprenait plus le présent politique, parce que c'est un mec qui est revenu de la guerre, où il est allé pour se battre pour des idées. On pourra discuter les idées qui ont mené les États-Unis envers l'Afghanistan, mais en tout cas, lui est allé pour des idées. Et quand il est revenu, il était traumatisé, il avait un PTSD, un syndrome de dépression nerveuse. Son couple et son rôle de père l'ont aidé, comme on le voit dans Mr. Miracle ou dans Batman. Mais il a souvent dit qu'il voulait pas parler de politique directement dans les comics, parce que quand il ouvrait la fenêtre de sa chambre, il ne reconnaissait plus le monde qui est en face de lui. Et on se doute bien qu'il n'est pas très pro-Trump. Donc là, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que de la même manière que Watchmen parlait en fait de l'histoire des États-Unis vue par le prisme des super-héros, lui va essayer de parler de l'histoire moderne des États-Unis vue par l'historique des auteurs de comics. Et c'est pour ça qu'ils sont mentionnés à la fin du numéro. Est-ce que c'est pour rendre aux comics leur rôle politique, leur implication politique, ou est-ce que juste parce que lui est un geek qui a vécu l'histoire des comics à travers ses yeux de lecteur et qui du coup veut ramener un peu de réalisme
artistique en fait dans l'histoire des États-Unis, une histoire uchronique hein, évidemment, ou bien est-ce que c'est juste parce que il veut imaginer développer l'histoire de Moore avec tous ces auteurs qui ont été floués, tous ces auteurs dont là, les créations ont été appropriées par des éditeurs, etc. Il faudra voir dans le temps. En tout cas, pour l'heure, c'est super surprenant comme direction. Ça part vraiment comme un film noir et Jorge Fornes le dessine vraiment comme un film noir. Il y a des référents très évidents, l'espèce de Los Angeles avec le ballon dirigeable, avec les étoiles du Hollywood Boulevard, une ville crépusculaire avec des référents, encore une fois, des référents politiques très évidents, justement, quand on voit comment ça parle aussi de l'élection présidentielle qui se tient actuellement. Parce que dans les Watchmen de HBO, de Damon Lindelof, Robert Redford était plus dans une sorte de dystopie de gauche, c'est-à-dire qu'au sens où c'était vraiment comme le vrai Robert Redford, un mec justement très démocrate, qui était pour la reconnaissance de la souffrance des esclaves, qui était pour la fin de la violence policière. On se rappelle que dans Watchmen, quand un flic veut dégainer son arme, il faut qu'il demande au central de bien vouloir autoriser, etc., pour éviter que les flics tirent dans la foule. Tout simplement. Désolé. Là, forcément, on pense à la transition entre Barack Obama et Donald Trump, parce qu'il y a une élection présidentielle qui arrive aux États-Unis actuellement, que le personnage de politique qui n'est pas mentionné, enfin qui n'est pas nommé, est apprécié par les flics, les agents de sécurité, qui sont tous des hommes blancs et des hommes blancs. Dans la foule, des gens qui sont là pour le soutenir, il n'y a pas de personnage de couleur. Donc ça parle à la fois du présent politique, des élections, du monde selon Donald Trump en fait, pour renverser en fait ce qu'avait réussi à faire Lindelof, qui était déjà un miroir déformant de l'Amérique moderne. Donc ça va assez loin au niveau des idées, c'est vraiment assez dense, c'est très chargé. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose dans le numéro, on va pas mentir, mais au niveau analytique, c'est vraiment déjà assez intéressant. Et le fait comme ça de prendre un avatar pour Alan Moore dans le récit, qui en plus est un Rorschach qui a déjà été un avatar de Steve Ditko, donc là tu vas tous confondre parce que Steve Ditko avait créé The Question, du coup The Question, donc Rorschach devenait Steve Ditko, là Alan Moore a créé Rorschach et donc Rorschach devient Alan Moore. Il faut voir vraiment comment ça se développe. Il y a 12 numéros, hein, ça va être très long quand même. Je sais pas vraiment où est-ce qu'il va nous emmener, je sais pas où il va, mais c'est en tout cas beaucoup plus pertinent que de vouloir fusionner l'univers DC et l'univers Watchmen pour justifier un relaunch ou un combat entre Dr Manhattan et Superman, ou même de faire des hommages avec des gaufriers à 9 cases qui seraient évidemment très fanservice mais aussi très superflu. Si tu veux faire du Watchmen, fais-le comme l'avait fait Darwin Cook à ta façon. C'est comme ça justement que tu entretiens le mythe que cette BD là justement peut cristalliser l'envie d'un auteur contre un éditeur, contre un monde, contre une époque, etc. Donc c'est en tout cas hyper intéressant, c'est très joli à regarder, mais ça peut aussi, parce que là du coup je m'emballe un peu, mais ça peut aussi être très décevant selon comment ça se termine. Il faut voir quelle conclusion Tom King tire là de tout ça. Mais en tout cas, tu es plutôt emballé par ce premier numéro. Bah oui, je sais plus, j'ai mis 4 étoiles je crois sur CB, je sais plus, bah voilà, c'est ce que j'en pense. Je pense que c'est une très bonne intro et j'ai lu un petit peu les commentaires. Là, encore une fois, hein, je fais un petit parallèle. Mais s'il y a des gens qui ont préféré Three Jokers à Rorschach, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Mais j'espère quand même que tout le monde comprend que les arcs qui sont censés justement être des enquêtes ont le droit de prendre leur temps et de pas défourailler comme ça tout du jour au lendemain. Et je commence vraiment à me poser des questions sur la critique américaine. De comics en tout cas, parce que vraiment j'ai trouvé l'accueil critique de Rorschach assez froid comparativement à celui de Three Jokers, où je suis en train de me dire... je crois qu'on lit pas les mêmes BD. Hein. Non, mais il y a toujours. Non, mais par contre, il y a un vrai problème. Enfin, pas un problème. Il y a une différence d'accueil analytique et même de réception. Ne serait-ce que l'accueil de Metal aux États-Unis par rapport à en France témoigne qu'il y a vraiment une approche culturelle qui est très différente. Hein. T'as l'impression que les mecs ne veulent pas faire de l'analyse en fait. Ils veulent juste dire c'est bien rythmé, c'est bien dessiné, tel dialogue marche bien, c'est efficace, on est surpris à la Après, fin. c'est peut-être juste nous qui essayons de trop faire de la branlette intellectuelle sur ce qui reste de la bande d'une forme dessinée. d'art quand même. Hein, puis heureusement qu'on le fait parce que personne d'autre le fait, tu vois. Donc, Eh bien, continuons. enfin, si vous aimez pas que je me branle intellectuellement, le auditeur n'hésite pas à nous le dire. Oui, bah, dans ce cas, j'ai envie de dire qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent pas, qui écrivent ou qui parlent de comics sans cette approche-là. Donc, l'important, c'est d'avoir tous les points de vue. Donc, moi, je suis content en tout cas d'héberger le tien avec First Print. On continue du coup sur un registre totalement différent et beaucoup plus concon, je pense. Voilà, on va pas quelque chose qui sera beaucoup moins justement dans l'analyse. C'est The Scumbag de Rick Remender et Lewis LaRosa pour le premier numéro. Donc, c'est le nouveau projet de. Matière à analyse quand même. Hein. Bon, oui, mais ouais, quand même, moi je trouve. Peut-être pas aussi. Non, peut-être pas aussi. Non. Il y a quand même un petit peu de trucs à dire. Donc, Rick Remender, auteur phare de Image Comics avec Deadly Class, Low, Black Science.
Tu continues un petit peu le portrait? Seven to Eternity, Ouais. auteur très punk, très engagé, très, très imaginatif aussi, qui aime bien inventer des mondes, inventer des structures, souvent assez revendicatives, mais aussi souvent assez rock'n'roll. Il y a, Bah là, beaucoup, il est il y a beaucoup plus. d'Amérique dans ce qu'il fait, on va dire, notamment Ouais. Death for Glory, le dernier truc qu'il avait fait, qui était un petit peu une sorte de réponse à l'ère des truckers et des mecs qui voulaient voyager, s'affranchir de la société, et revivre ce rêve très américain de la route 66. Ouais, clairement l'anti-confinement. Oui, tout à fait. Mais là, il y a aussi un petit peu de ça. Tu vois, quelque part, on a une relique du monde du rock. On a une relique du monde des bikers. On a ce personnage, donc, qui est le scumbag, qui est Qui cette s'appelle espèce Ernie. Ernie. de vieil enfoiré, très américain là encore, qui a un look vraiment. C'est un clochard un peu aussi, hein, clairement. Oui, c'est un clochard, mais justement, il évoque un petit peu ces mecs que tu croises dans des concerts ou dans les festivals, genre Burning Man ou quoi, tu vois, cette espèce de figure de loser, hippie, junkie, complètement fou, pervers, Ouais. un peu agressif Donc parfois. un peu présenté quand même comme le pire être humain sur Terre, grosso C'est ça. modo. Voilà, donc obsédé, drogué, qui n'hésite pas du coup à se chier dessus dans une rue tant qu'il peut avoir sa dose d'héroïne, quoi. Tout à Et fait. qui, par la force des choses, va se retrouver dans une mission où en fait, il va devoir arrêter en 10 minutes une bombe qui menace de faire exploser toute une partie de New York et donc de tuer des dizaines de milliers de ses concitoyens. C'est ça. C'est le pitch. Et du coup, le numéro 1 ne va pas plus loin vraiment que ce pitch qui vise vraiment d'un côté à vous dire Et le parfum, le pitch. ouais, il est framboisé, écoute, celui-là, franchement, moi, bah, dis donc. j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment, par contre, vraiment une pure exposition qui est là pour, sur la moitié du numéro, vous expliquer qui est Ernie vraiment et quelle est sa mentalité. Donc on va quand même, par la force des choses, avec des mains au cul qui circulent par là, le fait qu'il aille voler L'argent pour les pauvres, la jauge, ouais, la jauge à pourboire pour se payer un fixe. d'une barmaid pour se payer sa drogue, que voilà, effectivement, c'est hyper trash parce que tu as vraiment une page, une double page où on le voit littéralement, le froc baissé dans la rue en train de se chier dessus devant les passants. Bref, donc c'est hyper trash, donc on est vraiment là pour vous dire ce personnage il est dégueulasse et vous allez adorer le détester, hein, grosso modo. Il est con aussi, il est très 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 con. Très con. Et dans l'autre partie du récit, on est là plus pour introduire un peu ce trip d'espionnage un peu high-tech et tout ça, qui me fait un peu penser à Bloodshot par certains Complètement aspects. débile, quoi. Aussi débile aussi. Complètement débile. Il faut vous imaginer la scène d'espion dans la rue, c'est vraiment un espion en smoking à la James Bond, mais hyper musclé, qui affronte une meuf que vous voyez dans les pires films d'exploitation de Kung Fu, Ouais, etc. ultra, Avec un string, une robe chinoise fendue, etc., qui fait des mouvements incroyables. Enfin, donc c'est ultra complètement série B. Ouais, c'est série Z, c'est volontairement vulgaire, volontairement trash. Mais c'est drôle et ça fonctionne quand même oui, parce que c'est moi j'ai quand même carrément envie de. Mais après, je pense que voilà, ça va être la multiplication des scènes what the fuck dans tous les sens, justement, avec une mécompréhension totale entre Ernie et ceux qui vont, par la force des choses, devoir l'employer contre leur gré parce que au final, en fait, grosso modo, il devient un petit peu. L'utilisateur d'une technologie voilà, qui le transforme en surhomme, sauf que il n'a pas demandé à le faire, c'est vraiment par un concours de circonstances. Donc c'est un petit peu, je sais pas, c'est pas Austin Powers un petit peu, mais c'est un peu ça quand même. C'est une sorte de mélange entre. Alors lui, il parlait de Breaking Bad, bon, je sais pas si on va aller aussi loin que ça, mais c'est une sorte de mélange entre le Big Lebowski. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus loser encore? Un peu Wayne's World aussi. Mr Bean quoi. Mr Bean, non, il est bien, Mr Bean. Mais il est con aussi quand même. Mais non, t'es Il est ouf, très, il est très, génial. mais il est très con. Il est pas con. Mais pas si. con, ça va pas ou quoi? Mr Bean, il est pas con, mec. Mr Bean, c'est l'enfance, frère. T'es un malade. Respect. Non, il est trop dégueulasse. Mais c'est vrai que voilà, en fait, il avait dit qu'il voulait créer un anti-héros, en fait. Parce que, là, clairement, il y a pas de raison de l'apprécier, ce type-là. Hein. Parce que c'est vrai qu'en général, les personnages centraux de Remender sont souvent des projections de lui-même. C'est le héros de Black Science ou le héros de Deadly Class sont Rick Remender à différents âges de sa vie. Scumbag, c'est un peu l'anti-Prodigy, tu vois, de Mark Millar. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il est nul sur tous les plans. Mais il y a vraiment ce côté Big Lebowski au sens où ça va être, tu sens que ça va être le loser magnifique. Ça va être ce mec qui démarre, c'est un nul, il est paumé, il veut juste prendre sa petite drogue tranquille. Ouais. En plus corrosif, en plus agressivement bête, on va dire. Ouais. Mais et ça va aller en fait vers ce côté justement Tony Soprano, en mode on n'a pas envie qu'il claque, parce que même si c'est un gros connard, on l'aime bien, tu vois. Et finalement, moi je m'attendais à ce que ce soit un peu, tu vois, parce qu'on a déjà vu plein des histoires dans ce style-là. Mais là, pour le coup, c'est tellement vulgose d'entrée de jeu, et le mec est tellement, il a un look. Après, bon, c'est Lewis Larossa au dessin qui a une approche très photoréaliste, qui fait un truc génial. Enfin, c'est super beau à regarder. Et puis en fait, au début, tu vois, en plus, c'est un peu introduit comme un film des frères Cohen un petit peu d'ailleurs, parce que t'as un petit peu cette narration, cette voix off, du cowboy moustachu sur le doute, tu vois, par exemple, mais aussi un petit peu à la Scorsese,
où tu sais, tous les personnages répondent à la voix off. Ouais. Tu sais, en mode genre, non, ami, mais c'est pas mon ami, je l'emmerde et tout. Et qui, pareil, dans une espèce de milieu un peu underground. Et puis, dès qu'il y a les deux espions qui apparaissent, je me dis, ok, d'accord, il a complètement pété un câble. Après, t'as l'hologramme qui apparaît, le mec qui fait ses demandes complètement ridicules, où il veut des nunchakus dynamite, il veut une voiture qui vole, etc. Mais surtout qu'en plus, tu sais, ça genre. va être complètement taré. Ouais, puis même sa première demande, c'est genre, ouais, je veux $2000, tu vois, parce que c'est tellement. Il est tellement pauvre que pour lui, c'est genre, c'est le bout du monde d'avoir $2000, alors qu'il Ouais. il pourrait demander 2 millions, tu vois. Il Mais... y a un petit côté Kev de Garth Ennis aussi, dans le côté Ouais. le héros pourri, vraiment que t'as envie de claquer, tu vois. Et non, franchement, ça démarre assez bien, puis c'est cool de voir que Remender, après quand même avoir mis fin à pas mal de ses séries, revient avec un. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais en plus c'est une anthologie artistique, parce qu'il y aura C'est plein ça, de dessinateurs qui vont. Ouais. qui Bah, en vont même passer temps, dessus. tu as très bien vu les planches de la Rosa que lui, il arrive pas à tenir le mensuel de toute Ah, façon, non, comme ça. Donc, là, si tu peux faire ça tous les mois, mec, il te faut un troisième bras. Quoi. si vous aimez Libermero, bah, vous aimez les Lewis La Rosa, en C'est grosso vrai, modo. tout à fait, oui, une proximité, C'est assez effectivement. proxy. Bah, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus pastel. C'est plus aquarelle, enfin, c'est moins, tu vois, les couleurs en général sur Robert Mero sont assez réalistes, frappées, fortes, et que Money, là c'est quand même plus flottant. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dans le même état d'esprit. Et bon, ça part très bien, ça part très bien. Donc Ouais. du coup, voilà, bon, la finalité, c'est qu'effectivement, une série d'espions, de super espions à la Archer, on va dire, mélangée avec Big Lebowski et avec un petit peu de ce qu'il a fait sur Day for Glory, pour le côté cette espèce de relique de l'esprit américain que tout le monde a déjà croisé une fois dans sa vie, ce clodo à gueule cassée qui pue la drogue, qui a le froc baissé, on voit l'arrêt de son cul, etc., qui évolue dans un univers dans lequel il a absolument rien à voir et qui va juste du coup devoir sauver tout le monde, mais peut-être Bah, pas on y va arriver. voir, ouais, bah, c'est ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les développements et de voir si le What the Fox se mêle aussi à une sorte parce que moi, en fait, j'ai envie qu'ils réussissent pas, en fait. Tu vois, j'ai envie que la bombe explose, que les gens meurent et que malgré tout, il y a une histoire qui se poursuive là-dessus, peut-être en essayant de se racheter ou en disant juste, moi, je n'ai rien à foutre, j'ai plein de super pouvoirs, vas-y, je fais quand même, donnez-moi quand même mes $2000, tu vois. Mais Donc, dans l'esprit d'analyse, du coup, vite fait, pour faire chier, pas pour faire plaisir aux gens qui aiment bien quand je me branle intellectuellement. euh, c'est là qu'il sort sa bite intellectuelle. Et... Là, je me masse le cerveau. Comment je disais à l'époque, c'était masturbation auto-intellectuelle, enfin un truc comme ça. Mais c'est intéressant de voir justement que. Parce qu'en général, Remender, tu vois, il prend des héros qui lui ressemblent et il essaie de les confronter à ses propres démons, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, par exemple, le héros de Black Science, on va le contester sur, par exemple, beaucoup de choix qu'il fait. Le héros de Deadly Class, bah, il est un peu perdu, etc. Ce qui est bien pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de thématique sur le père, donc c'est chouette. Tout à fait. Et là, en fait, tu Ça sens change. justement prendre un anti-héros qui est de base un connard et qui s'assume comme un connard. C'est un peu libérateur pour lui, parce que même l'héroïne de Law, qui était donc une sorte d'optimiste, alors que Rick Remender est un grand pessimiste, du coup, toute la série, on lui dit, mais arrête d'être optimiste, t'es conne, etc. Que là, pour le coup, comme il n'y a pas de vrai rapport moral, en fait, bah, il se laisse aller, il se fait plaisir, et du coup, a priori, ça va être plus détente, moins déprimé, juste du rentre-dedans, du fun, et c'est tout ce qu'on demande. Ouais, carrément. Allez, on continue du côté de Marvel avec le premier numéro de Warhammer 40K. Donc la grande Marcus reprise Calgar. de cette licence donc de jeu de figurines, de jeu de plateau, qui est donc faite par Kieron Gillen au scénario, qui est un grand fan de fantasy, de jeux de parle souvent, plateau, mine de de rien. jeux de rôle. Ouais, bah, il est assez présent. 3 bacs qui shoot suite. Bah, en même temps, il a de l'actualité, donc et oui. il fait des bons trucs. Donc voilà, nous on est des Kieron Gillen zouz, donc on en parle. Et donc avec Jason Burrows au dessin, donc très reconnaissable avec un trait détaillé, organique, souvent aussi une certaine aisance avec l'ultra-violence dans les projets qu'il dessine. Corentin, moi je ne l'ai pas lu parce que je t'avoue que Warhammer 40K c'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas. Et donc tu vas me dire ce que tu en as pensé. Bah, c'était vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me donner envie d'aller découvrir cet univers par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même plus pour les fans déjà un peu connaisseurs? Je dirais que ça fait les deux. C'est perméable, mais il faut quand même avoir quelques notions de base, on va dire. Donc c'était vraiment bien. Je m'attendais un petit peu à une série en mode bon, je vais la lire, faire plaisir à République, mais bon, dans le fond, je m'en fous un peu. Mais au final, c'est plutôt bien fichu. Et même Jason Burrows, qui moi n'est pas un dessinateur que je porte dans mon cœur, s'en sort plutôt pas trop mal pour restituer cet univers. Donc on suit Marneus Calgar, qui est donc maître de chapitre. Grosso modo, c'est un peu le général et le seigneur de planète des Ultramarines, donc une faction des Space Marines. La fameuse faction bleue que vous voyez régulièrement. Vous tapez Warhammer 40 000 sur Google, vous verrez que ce sera probablement ce qui apparaîtra en premier. Donc, dans le monde de Warhammer 40 000, l'humanité a conquis les planètes en utilisant une technologie qui s'appelle le Warp pour se déplacer d'un point de la galaxie à l'autre, qui est grosso modo une sorte de quatrième dimension, d'où viennent aussi des démons. Il y a eu une très longue guerre, l'empereur a créé des fils
qui ont chacun des légions de Space Marine, donc des légions de super soldats. Et dans différents points de la galaxie, on fait toujours que se bastonner. Grosso modo, il y a que la guerre chez Warhammer 40 000, c'est un petit peu la base de cet univers-là, qui est très militaire, très déprimé, très totalitaire aussi, qui est un peu inspiré par Dune ou par Nemesis de Warlock chez 2000 AD. Enfin, c'est vraiment voilà, un monde d'inquisiteurs, un monde de militaires très, très musclés, très forts et qui clapent généralement assez vite. Donc là, on suit Marnez Calgar, qui est donc un grand général, pendant l'attaque d'une planète, une planète agromonde, c'est-à-dire en gros c'est une planète qui est là pour faire de la culture pour nourrir les soldats, et spécifiquement les soldats, avec des rebelles qui essayent de s'infiltrer, donc ils les défouraillent, etc. Et après on va revenir à ses origines plus tard et compagnie. Donc c'est plutôt bien fichu, c'est assez digeste, tu sens que Kieron Gillen s'amuse comme un enfant, parce que on l'a pas dit, mais Kieron Gillen est un zouze, comme dirait Arnaud Kikou, de Warhammer 40 000. Probablement le plus gros fan de Warhammer 40 000 dans l'écurie des comics avec Dan Abnett. Tu veux intervenir? Non, du tout, je l'ai approuvé, juste ça. D'accord, bah c'est très bien. Merci Arnaud, ça fait plaisir. Il faut bien que je fasse semblant d'être utile quand je te laisse dans tes monologues parce que je n'ai pas pris le temps de lire le comics du programme Tu peux me poser des que j'ai questions pourtant élaboré. Oui, non, mais je suis en train de t'écouter, justement. D'accord. Donc voilà, on revient à ce mec-là, donc qui a un point de vue assez déprimé, mais aussi assez. Enfin, c'est très romantique. Sur l'univers de Warhammer 40 000, je prends des référents historiques évidents, mais la romantique en fait partie, notamment pour ce personnage-là, qui est donc un grand homme général à cheveux blancs, qui échange en fait en péripatéticien, on va dire, avec un technoprêtre. Dans le monde de Warhammer 40 000, il y a une religion qui est la religion des machines, où en gros, il y a les technoprêtres de Mars, qui sont ceux qui peuvent communiquer avec les machines et les vaisseaux. Il y en a un qui est un adepte qui va être envoyé pour communiquer avec ce mec-là, et en fait, au fil de l'histoire, ils échangent tous les deux sur l'état du monde, etc. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est assez intelligent pour un monde où en fait ils font que se tirer dessus. Il y a une réplique qui est trop marrante, tu vois, à un moment donné, t'as des rebelles qui pénètrent dans une forteresse, et le mec qui vient dire ça au général, il fait, bon, on sait pas comment ils ont fait et tout, il fait, oh, putain, ils sont... La seule récompense pour être aussi anormalement intelligent est la mort. Et du coup, voilà, bon, comme tu disais, c'est assez violent, c'est vraiment, ça défouraille à fond. Le trait de Gillen est plutôt cool parce qu'il respecte assez bien l'esthétique oui, tout à fait, de Burroughs. Et assez bien foutu parce qu'il respecte bien l'esthétique de John Blanche, qui est le mec qui a créé Warhammer 40 000, où en fait, si vous regardez bien, c'est souvent des personnages qui sont assez compacts. Ils sont très grands. Ils sont bulky. Voilà, ça, ils sont très grands, les Space Marines, mais ils ont aussi un petit peu des morphologies de petites personnes, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont des corps très massifs, mais des petites têtes et des membres assez raccourcis. Et là, on voit un petit peu justement cette esthétique-là se mettre en mouvement. C'est assez agréable à regarder. Ça fait vraiment très figurine dessinée, quoi. Et Burroughs qui fait un très bon travail pour rendre cette civilisation et tout. Alors, pour te répondre sur le côté est-ce que c'est perméable, il y a quand même des pages explicatives, notamment sur la géographie du lieu, le fonctionnement social, etc. C'est une très bonne série qui commence. Moi, je suis assez content personnellement parce que justement, je cherchais un petit peu par quelle BD me mettre, parce que j'ai pas les moyens d'acheter des figurines et j'ai pas envie de peindre, voilà, simplement. Donc, je suis assez content. J'espère que ce sera la première d'une série de séries, entre guillemets. Et je conseille justement à ceux qui, comme moi, écoutent les Land Riders sans forcément tout comprendre, de s'y attaquer parce que finalement, c'est un univers militaire de space opéra qui est assez agréable. À partir du moment où on comprend effectivement que c'est quand même assez bourrin, que c'est des codes de romantique, de chevalerie et de militarisation qui prend pas trop de grands, quoi, on va dire. Ok, très bien. Bah écoute, j'irai quand même jeter un œil parce que tu m'intéresses, tu me rends curieux là-dessus, même si je ne te garantis pas que je vais... Je pense, par contre, c'est un anglais assez élevé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des tournures, etc. Tu sens que, encore une fois... Mais je sais lire l'anglais quand même. Non, mais je veux dire que, tu sais, l'univers de Warhammer 40 000, c'est aussi un univers qui est très écrit. Il y a énormément de romans et tout. Oui. Et tu sens que Gillen a essayé de coller une sorte de dialecte ou de tournure de phrases dans lesquelles parfois tu te perds un peu, on va dire. Parce que c'est le côté un peu romantique aussi, tu vois, c'est le côté un peu... C'est un général philosophe et tout, donc des fois ils sortent des phrases. Après, je suppose que c'est le genre de choses qui devraient arriver en VF, parce qu'il y a quand même une appétence pour cette licence en et France. Puis le trait est très européen en plus. C'est un truc qu'on dit souvent parce que, bon, effectivement, c'est vrai que les comics sont des codes graphiques très précis, mais là, en l'occurrence, avec les silhouettes, la façon de poser les personnages dans l'espace, ça fait effectivement très BD européenne. Les contours sont assez fins pour du Burroughs, c'est vraiment agréable à regarder, quoi. Et puis, c'est vraiment dans les codes de Games Workshop au niveau de l'esthétique. Ok, très bien. Allez, on continue avec de l'indé, avec un titre un peu particulier puisqu'il est arrivé en
surprise, hein, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait même pas 24 heures qu'il a été annoncé et qu'il est rendu disponible. C'est The One You Feed de Donny Cates et Dylan Burnett. On vous a présenté un petit peu le projet dans Front Page, donc Oui. pour vous la faire Je dis beaucoup de rapidement. conneries du coup dans le front page maintenant que je l'ai fini. Mais... C'est ça, t'as dit une connerie surtout sur le fait que le héros est bien un garçon et pas une fille. Mais grosso modo, donc Donny Cates, voilà, auteur ultra performant à la fois chez Marvel et en indé, qui s'associe avec Dylan Burnett, avec qui il avait fait le Cosmic Ghost Rider pour proposer The One You Feed, un titre disponible gratuitement, en tout cas au prix que vous voulez mettre sur Panel Syndicate, la plateforme numérique de Marcos Martin. Donc, dont vous pouvez découvrir le premier numéro qui est censé être un spin-off, on ne sait pas encore comment, mais un spin-off donc de God Country. On y suit donc en fait un monde où d'un coup la lune s'est levée rose et en fait a transformé les gens par rapport à ce principe de en chacun de nous il y a deux loups qui s'affrontent, le loup de toi bien le loup du et bien voilà, et le loup de tes plus mauvaises, de ton côté le plus mauvais. Sauf que pour la plupart des gens en fait, quand cette lune s'est élevée, les gens se sont transformés en fait en monstres, hein, en loups-garous grosso modo. Et des années après, un jeune garçon, Apollo, est envoyé en mission avec une énorme épée qui s'appelle Atlum, je crois. Atum, ouais. Avec cette énorme épée, donc, pour essayer de régler un petit peu ce problème et lui-même d'aller affronter ces créatures, mais aussi la créature qui est en lui, The One You Feed, justement, c'est dis-moi, papa, mais si on vit tous avec un loup mauvais, un loup méchant qui s'affrontent, quel est celui qui va gagner? Eh bien, mon garçon, c'est celui que tu nourris, c'est-à-dire que si dans ton quotidien, tu es là pour apporter des belles ondes, des bonnes choses positives, et ben c'est ton loup positif qui s'en verra grandi. Par contre, si tu es quelqu'un de mauvais, que tu fais que des mauvaises actions, et bien voilà, tu n'en sortiras pas grandi et c'est ton côté malfaisant qui prendra le dessus sur ta personnalité. Une façon un petit peu imagée de faire du coup un titre plutôt héroïque fantasy, à moitié un petit peu futuriste, et qui, ma foi, donc voilà, se présente en premier lieu, en fait, enfin dans ce chapitre vraiment comme une introduction. Décidément, c'est comme The Scumbag, hein, on a vraiment juste le concept, et pour vraiment connaître la suite de l'aventure, il faudra aller dans le deuxième numéro, sachant que voilà, tu vois, ça commence vraiment en te disant il y a très longtemps où ça te présente un monde qui est comme le nôtre, sauf qu'on s'aperçoit qu'après ça s'appelle Helios. Donc je sais pas en fait si la planète qui est décrite là-dedans, en fait c'est réellement la planète Terre qui aurait vrillé, mais ce serait pas peut-être le monde duquel viennent en fait les personnages de God Country après. Tu vois, par rapport au lien avec God Country. Après, du coup, ça reste très efficace dans la présentation de ses idées, et surtout, c'est hyper beau. Dylan Burnett, il fait un travail que je trouve fantastique, parce que ses planches sont chargées en détails. C'est coloré. Alors, il faut que je retrouve qui c'est qui a fait les couleurs. C'est Dean White, du coup, mais qui est incroyable. Ouais. C'est une brute, Dean White. Incroyable. Enfin, je sais pas, il y a des plats, voilà, toutes les planches sont jolies. Je t'aide peut-être, Arnaud. Non, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il feuillette. Mais c'est parce que je regarde et je me dis, non, vraiment, putain, c'est ultra beau. Je trouve que cette tonalité un petit peu. Il y a un truc néon qui fait un petit peu. Enfin, qui fonctionne, tu vois. Qui fait violet, ouais. Ouais, pardon. Violet qui fait, ouais, c'est ça, mais qui je trouve donne un peu une tonalité vraiment assez particulière au projet. Je veux dire, les designs des villes, notamment comment toute la société s'est reconstruite dans cette gigantesque ville avec une sorte de mur noir opposé justement à cette lune un petit peu violacée. Je trouve qu'en termes de contraste de couleurs et tout, ça fonctionne du tonnerre. Le Cara design aussi. Bref, j'ai pas. Moi, c'est un vrai petit coup de cœur pour le coup. Je suis ultra content de voir ce projet débarquer, d'autant plus avec ce format de publication. Et clairement, le passage d'intro qui te dit si tu lis ça et que tu es reclus chez toi dans le noir et dans le froid, sache qu'il y a toujours un petit peu d'espoir. La double lecture de juste cette page d'introduction par rapport au fait que c'est un comics qui arrive alors qu'on est en train de se reconfiner, et au milieu d'une crise sanitaire sans précédent, mais d'une crise économique et sociale également, je trouve que c'est plutôt un bon message à faire passer à l'heure de cette publication. Oui. Voilà. D'accord. Quelque chose à ajouter, Corentin? Ah oui, plein de trucs. Zut, je pensais avoir fait le tour. Non, pas du tout. Mais comme tu dis, effectivement... je suis nul. C'est pas grave. Mais oui, t'es nul. Mais comme tu dis, effectivement, ça commence... Pas truc, je rigole, putain. Mais comme tu dis, effectivement, ça commence vraiment avec cette espèce de rapport à la pandémie. Donc il y a cette phrase méta qui casse le quatrième mur et tout. Mais t'as même quand les loups-garous ou les bestioles-garous en général commencent à apparaître, tu vois... à la télévision, où la nana dit on n'a pas d'explication scientifique, les morts se comptent par millions, etc. Effectivement, c'est dur de pas penser au présent. La ville de Helios, du coup, dans laquelle ils s'enferment pour, a priori, se couper de la lumière de la Lune,
Alors ça aurait été intéressant de plus en parler. Est-ce que c'est du coup une ville où le soleil reste toujours allumé, ou un soleil artificiel reste toujours allumé? Ouais, il y a Voilà. une sphère solaire, pardon. Tu vois, du coup, ça peut être intéressant si c'est développé de ce côté-là. Mais en fait, derrière tout ce côté un peu world building, t'as vraiment l'impression que c'est juste un voyage d'apprentissage. Un Oui. voyage d'apprentissage. Avec ce que les Grecs appelaient la Gaugée. Tu sais, comme dans 300 au départ, où quand lisez ou voyez 300, où vous verrez par exemple que quand justement le petit Léonidas doit devenir roi, son père l'envoie pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, dans la nature. D'ailleurs, il va tuer un loup, comme quoi tout se rejoint. Et c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que le gamin, si on veut décider qu'il sera roi, bah, il faut qu'il aille dans la nature avec l'épée de papa. Il survit, il survit pas, on verra bien, et s'il revient, il sera roi. Donc du coup, bah, c'est un voyage d'apprentissage, un voyage héroïque, où a priori un gamin qui a l'air un peu d'être une tête à claque. Du coup, je suis un peu déçu que ce soit pas une fille, parce que je suis pas très fan du design du mot, t'as vraiment envie de le taper. Mais voilà, il faut qu'il apprenne à manier l'épée, etc. Et de ce qu'on avait vu des planches, enfin les premiers travaux de Burnett sur le projet, ça avait l'air effectivement très fantasy, très conte grinçant, avec cette espèce de forêt très non, enfin très sombre, voilà, pas très soir ni très nombre. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je m'en rappelle Ouais. très bien. Ouais. Donc ça peut être effectivement intéressant de voir Kate se mettre à la fantasy. On sait que c'est un sujet qui l'intéresse et qu'il a déjà glissé des éléments fantasy et dans Thor et dans Venom. Donc cool. Même ça fait penser un petit peu à du Daniel Warren Johnson, dans le côté un peu monstre, foutraque, aventure psychologique, etc. Ouais, Avec, je vois ce que tu veux dire. on va niquer du vilain et tout. Enfin du vilain, du monstre. Surtout que tu vois sur la dernière planche, sur les dernières planches, genre les ragarous, les loups-garous qui ont un peu des crêtes de punk, des piercings dans les narines, ça, donc tu vois aussi ce côté un peu punk. Ouais, carrément. Et puis entre ça, justement, entre Wonder Woman Dead Earth, entre The One You Feed, pardon, et même la série de Scott Snyder qui arrive bientôt avec les espèces de passeurs, Noctera, là, ouais. voilà, Noctera. T'as vraiment l'impression, justement, alors c'est peut-être par accident, parce que c'est un truc qui est pas tout à fait nouveau, mais que beaucoup de gens, du coup, réfléchissent à l'isolement, en fait, quand il reste qu'une ville et que le reste du monde est un peu inhospitalier, où sont nos héros, etc. Et c'est assez intéressant. C'est peut-être déjà des œuvres qui parlent de confinement sans le vouloir, mais pour le coup, oui, là, clairement, en le voulant probablement, mais après, il se peut qu'il ait ce problème sur le choix depuis très longtemps et qu'il ait finalement pris cette direction-là suite à ce qui s'est passé, tu vois. Je crois que c'est vraiment ça fait partie de toute une batterie de comics qui est en train d'émerger aujourd'hui, qui est en réponse directement aux événements du début d'année. Peut-être, ouais. En tout cas, du coup, c'est très, comme tu dis, c'est très beau. Effectivement, je savais pas que c'était Dean White, j'aime beaucoup ce coloriste. Qui avait colorisé d'ailleurs du Romita Junior, je crois, et que c'était vraiment bien à l'époque, sur All-Star Batman, je crois, de Snyder, si je dis pas de bêtises, attention, ne me tuez pas dans les commentaires, il n'y a pas de commentaires. Du coup, voilà, très content, et effectivement, comme tu dis, Panel Syndicate, surprise et tout, ça fait d'autant plus plaisir que ça a l'air d'être une série qui régale, qu'on peut choisir le prix qu'on veut, si on veut mettre beaucoup pour soutenir l'artiste, on peut, si on veut mettre peu pour découvrir et ensuite l'acheter en relié, on peut aussi. Donc pour moi, c'est vraiment un format hyper intéressant. En plus, pour moi qui aime le numérique, il y a tous les formats CBZ, CBR et PDF. Donc je suis vraiment super content et force à Donny Cates. J'espère que tous ces prochains projets en indé seront aussi bien. Voilà, donc vous allez simplement sur le site panelsyndicate.com et vous pouvez y accéder et découvrir toutes les autres publications, parce qu'il c'est ça, parce qu'il y a vraiment énormément de titres intéressants là-dessus, et il faudrait faire un jour un podcast sur le Panel Syndicate. Je crois que j'ai déjà suggéré l'idée, non? Non, mais c'est moi qui l'ai suggéré en fait, tu vois, mais je la rétro-suggère maintenant, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, je suis allé dans le passé pour te faire que tu l'as suggéré dans une précédente émission. Putain, waouh. Sauf qu'en fait, c'est cet instant-là, en fait. J'ai rien vu venir. En fait, où là, je l'ai vraiment suggéré. Tu m'as inceptionisé. Complètement. Waouh. Allez, on termine avec The Last Ronin. Premier numéro donc de cette mini-série événementielle pour les Tortues Ninja, puisque c'est l'aboutissement en fait d'un concept qui avait été posé en 1987 par Kevin Eastman et Peter Laird, et qui ne voit le jour que plusieurs décennies après. Alors Eastman est toujours présent pour coécrire l'histoire avec Tom Waltz, qui a été un peu le faiseur d'or des Tortues chez IDW, en chapeautant la série régulière sur 100 numéros. Le mot est faible. Hein. Le mot est faible. Le faiseur d'or, pour moi, le mot est faible. C'est limite, c'est le troisième père des Tortues Ninja. Oui, je trouve que le faiseur d'or c'était déjà quand même assez amélioratif quand même dans dire qu'il a été très important. Enfin bref, lisez les Tortues Ninja d'IDW chez iComics en VF, c'est le Fire. Et donc voilà, alors il y a eu un historique un peu compliqué, donc
On fait un big up à Roméo qui nous a écrit un papier dessus sur Comics Blog, Ouais, big up, Romy. qui vous permet de retracer en fait tout l'historique du projet. Il est arrivé, ça a toujours été présenté un peu comme une sorte de Dark Knight Returns des Tortues Ninja, Et où c'est voilà, le Dark Knight une Returns tortue des Tortues solitaire arrive à New York pour dessouder le grand méchant dans cette ville et a priori se venger d'une tragédie qui lui est arrivée. Ça permet de retrouver en fait voilà une sorte de futur possible des tortues. C'est noir, c'est très millerien Ninja. C'est à la fois complètement millerien. dans l'écriture et dans les dessins. Donc forcément, si c'est millerien, Corentin, Il en peut plus là. il est trop content. Mon gars, c'était beaucoup trop bien. Ah putain, ça fait plaisir comme d'avoir les tortues en 2020. Quelle tuerie. Enfin, franchement, Et surtout quand même qu'on pouvait un peu s'inquiéter Oui. par rapport à tous les bouleversements qu'il y a eu sur le projet, sur le fait qu'au final, non. parce Ça que c'est autre chose. IDW qui fait ses 70 couvertures variantes, là je trouve que c'est un peu de l'abus, mais quelque part ça c'était rappelle plus sur le aussi, changement, le changement de dessin et le fait que par Attends, rapport à ça, l'annonce c'est une bonne initiale, chose. au final, Eastman, enfin Laird n'est pas du tout impliqué sur le projet à l'heure actuelle, c'est-à-dire que juste ils avaient eu l'idée ensemble, il y a un truc. Oui, mais sur le teaser initial, ils avaient mis les deux noms, donc tu pouvais dire ah merde, voilà. Oui, bon ça c'est. Ouais, Donc bon, ça, mais extra au final, éditorial pour lui. tout est bien. C'est ça ce que tu es Mais en train oui, de nous c'est dire. ça. Et justement, je disais, c'est bien qu'Eastman ait passé la main au dessin, parce qu'on avait eu des premiers visuels, rappelle-toi, qui étaient un peu moins. Bah, c'était Andy Kuhn, les premiers visuels Voilà, qui c'est ça. dessinaient. Et là, finalement, enfin, ça rend d'autant plus millerien, c'est parfaitement découpé. Enfin, je vais essayer de pas trop m'emballer, parce que ça reste quand même qu'une des séries qu'on a évoquées aujourd'hui. Elles sont toutes très bien, à part Three Jokers. Il y a plein de trucs. Mais oui, c'est vrai, je suis Oui, désolé. Il y a plein de trucs super cool à lire en ce moment. Si vous avez pas, si vous préférez soutenir. Non, mais surtout que c'est justement- de la VO en plus, donc Oui, bien voilà. entendu. Mais si vous préférez soutenir justement des auteurs plus indés comme Donny Cates, quoique je pense pas qu'il ait des problèmes d'argent, ou Rick Remender, vous avez tout à fait le droit de le faire. Parce qu'effectivement, est-ce que IDW a besoin de nous pour vendre The Last Ronin? Je ne pense pas. Non, mais... par contre, IDW a besoin d'argent. oui, Ils c'est ont pas des faux. petits mais c'est pas nous qui allons pouvoir aider à résoudre ces problèmes d'argent. Mais bref, un petit peu comme Warhammer, je m'attendais à lire, voilà, pour voir un petit peu ce que les mecs avaient concocté à l'époque, qui pourrait encore être d'actualité aujourd'hui. Et j'ai lu dans le métro avant de venir dans ce podcast, pour ce podcast, pardon. Et honnêtement, je me suis surpris à autant kiffer en fait. C'est vraiment du Dark Knight Returns, et tu sens vraiment. De toute façon, l'ombre de Frank Miller plane encore sur les Tortues Ninja. Au départ, les Tortues Ninja, c'est quoi? C'est une parodie de Daredevil. Ils se sont très largement inspirés de ce qu'a fait Miller sur Daredevil pour créer l'univers urbain, le clan des Foot qui est une réponse au clan de la main, de The Hand. Le Shredder lui-même qui est vraiment voilà, le Splinter qui est une réponse à Stick, etc. Enfin, il y a toute une correspondance, un dialogue d'idées entre Frank Miller et les Tortues Ninja. Et là, c'est assez logique, effectivement, quand ils font The Last Ronin, ils fassent de leur DKR à eux. On est en full spoiler ou pas? Ouais, allez, oui. D'accord. Ce qui est d'autant plus génial, c'est que, alors je vais vous laisser 3 secondes pour enlever vos écouteurs, parce que du coup c'est une révélation qui est très prévisible, mais qui arrive quand même à la toute fin du numéro. La tortue en question qui s'est radicalisée, c'est Michelangelo. Donc c'est la tortue la plus jeune et la plus sympa normalement, qui devient en fait le Batman de DKR, donc très absolu, très fort, Ouais, très méchant entre guillemets. Sinon à la base tu te serais attendu à ce que ce soit Raphaël. Ouais. Bah voilà. Mais justement, je me suis dit non, ça peut passer trop facile, tu vois, entre guillemets. Et donc c'est un numéro tout en action qui fait vraiment très penser à des Total Recall, à ces autres années 80 justement, d'un héros dans une ville où tout le monde le traque et où il pète des gueules et tout. Il va essayer de faire tomber le petit-fils du Shredder, qui est du coup devenu une sorte de dictateur totalitaire. Là encore une fois, c'est vraiment très années 80, c'est vraiment ces codes que tu avais dans ces comics de l'époque, en fait, qui imaginaient une sorte de futur très sombre et très technologique, et quelque part ça a pas tant vieilli que ça, parce qu'il y a une sorte de mode du rétrofuturisme années 80 qui s'est mise en place, avec beaucoup d'œuvres qui ont été ramenées sur le devant de la scène, par des Rokirama, par des podcasts et compagnie, qui fait qu'aujourd'hui ces codes de fiction sont encore assez actuels et ont défini beaucoup de chefs-d'œuvre modernes. Et en définitive, le découpage, vraiment, moi c'est le découpage qui m'impressionne plus que les dessins, parce que c'est de très jolis dessins, et tu vois là encore une fois, comme tu disais, hein, c'est la tortue qui a toujours les dents serrées, quoi. C'est déjà les tortues ont pas de dents normalement, mais alors là, celle-là, mon gars, elle décroche pas un sourire. Elle est vénère de bout en bout. Ouais. Et dans le découpage, t'as vraiment genre, c'est super rythmé. Il se passe quand même beaucoup de choses dans un seul numéro. C'est une vraie course-poursuite dans une ville. C'est limite toute une nuit de baston pour Mickey. T'as un truc qui est vraiment bien foutu aussi, c'est que alors ça s'est déjà vu dans des films, dans des romans, etc. Mickey parle aux fantômes de ses 3 frères, qui a priori ont été tués par Shredder, Karai ou le petit-fils, mais elles sont jamais montrées dans le champ. En fait. Non, elles sont dans l'ombre, voilà, vraiment dans l'arrière-plan, lui, comme si elles le suivaient, etc. Et tu vois effectivement des fois
quand il marche, tu vois les fantômes des tortues derrière lui, etc., qui continuent de l'accompagner. Tu vois le Mickey qui veut se faire ses poucous. Enfin, c'est super absolu, c'est super noir. Ça aurait vraiment pu sortir à l'époque du Dark Age. Et tu sens vraiment que Tom Wells, quand il a lu le pitch, il a vu très bien quelles étaient les influences, les inspirations. Eastman, il a dû lui dire, bah écoute, voilà, on va le faire comme à l'époque. Et vraiment, c'est fait comme à l'époque. T'as des référents à des KR qui sont très évidents. T'as Mickey qui dit damn, etc. Le fameux Goddamn Batman, etc. T'as le coup de pied qui fait à un moment donné un des robots, qui est vraiment le coup de pied que Batman fait dans la gueule de Superman. C'est super bien foutu. Enfin, c'est très coloré. Franchement, moi, c'est un vrai petit coup de cœur. Parce que bon, j'ai un peu de retard sur les tortues de IDW. Dans l'ensemble, je trouve ça vraiment très très bien, mais c'est vrai qu'en tant que fan de ces comics-là, tu vois des Batman Hirsan, des KR, des Watchmen, du Superman de Byrne et compagnie, tous ces grands chefs-d'œuvre d'il y a quelques décennies, retrouver cette ambiance-là qui vraiment n'est pas trahie en fait, à aucun moment, tu vois. C'est vraiment la ville de Quepon de tes VHS préférés, tu vois, avec les petits gangs, l'éclairage au néon partout, le méchant dans sa tour avec ses robots, le héros qui en a plus rien à foutre, qui veut juste niquer des mers et tout. Et franchement, enfin, c'est un vrai kiff, et au niveau des dessins, c'est génial. Euh, Non, pour moi, vraiment, enfin, ça méritait la hype, tu vois ce que je veux dire. Après, chez d'autres, t'es moins emballé, mais personnellement, j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Ok, très bien. Bah écoute, Tu vas en parler peut-être, Arnaud, parce que j'ai beaucoup parlé pendant ce podcast. ouais, mais de la même façon, dans le précédent Back Issues, Pure sur les vestes, c'est moi qui en parlais plus. Donc C'est vrai. voilà, on alterne un petit peu tout ça. Non, mais je rejoins parfaitement. Alors, je suis beaucoup moins connaisseur des tortues que toi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément. Enfin, je veux dire, moi, je suis à la moitié de la série ADW. Là, je suis là, c'est de la publication VF de iComics, quoi, sans me presser. Et en fait, bon. Je connais un peu maintenant les bases, tu vois, parce que voilà, quand tu me dis que Michelangelo c'est le plus candide et tout ça, immédiatement je sais que Raphaël c'est le plus vénère, tu vois, donc j'ai quand même maintenant je commence un peu à bien assimiler les personnages, tout ça, mais grosso modo t'as même pas besoin de connaître en fait. Je pense que si t'es juste fan un peu justement des DKR et que t'as envie de retrouver un peu ce style de lecture, ben, même si tu connais pas les Tortues Ninja, tu y vas dedans et en fait grosso modo Carrément. t'es pas perdu, ça n'a pas forcément Ouais, ouais. d'importance. Par contre, bien entendu, ceux qui connaissent bien auront droit un petit peu à leur fan service, mais justement qui est pas débile en fait, Ouais, ouais. alors ça transpire pas d'intelligence machin, mais c'est un truc qui est honnête en fait. Le truc, c'est que c'est fait correctement et c'est fait surtout de façon très honnête. Il y a pas on t'a pas vendu non plus le truc qui va te révolutionner les tortues, en tout cas pour l'instant sur ce premier numéro. Peut-être qu'ils vont se permettre des libertés, tout ça, et ça n'aura pas l'impact qu'a eu le DKR en 86 par rapport à Ah ça. non, mais Mais tu bon, comprends en à plus l'époque, hein, c'était une que tu sais, révolution. oui, oui, bien sûr, mais tu comprends qu'ils ont eu l'idée de faire ça en 87, c'était Mais un an oui, mais après, voilà, donc évidemment. moi, La, tu- da- la date de et 87, quelque elle est part, tellement logique le par rapport à fait ce qu'est le que projet. ça paraisse 30 ans après, en fait, c'est limite plus respectueux de se dire 30 ans après, on fait une sorte d'hommage plutôt Ouais. que si c'était sorti à l'époque, ça ferait Ça aurait été plutôt. un spoof, quoi. Ouais, ça aurait été vraiment genre, on se rue sur le truc qui a bien fonctionné à la concurrence. Puis en plus, je trouve que du coup, ça amalgame pas que le DKR, parce que tu vois, genre, ça s'appelle The Last Ronin. Je trouve que Frank Miller a aussi une Aussi, BD c'est qui un truc s'appelle qui fait Ronin, Ronin. qui se passe aussi dans un futur Bon, vous l'avez compris, c'est Frank technologique. Miller des Tortues, quoi. Voilà, ou Vraiment. pareil, t'as un vieux guerrier samouraï qui va défourailler un mec qui dirige un empire technologique. T'as un côté un peu Samurai Jack aussi, dans tout le côté, c'est que un numéro d'action et qu'une course-poursuite dans une ville du futur, Hmm. exactement comme Samurai Jack qui déjà lui-même est récupéré du Ronin de Miller. Donc c'est super bien digéré, c'est bien compact, tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi ensemble à comment faire un truc qui est pas trop vite et compagnie. Et enfin, je trouve que ça régale, quoi, vraiment. C'est le genre de BD hommage qui me font plus plaisir pour le coup que Doomsday Clock si on veut prendre les années 80, tu vois. Hmm. Enfin, les chefs-d'œuvre des années 80, je veux dire. Voilà. Bah écoute, on vous l'avait promis, c'était un podcast qui était à 80%, 90% positif. Donc on espère que l'une ou l'autre de ces lectures vous a enthousiasmé, que vous avez envie de les lire. Donc si vous pouvez le faire, alors il y a pas mal de shops qui proposent de la VO en France. Nous, dans la description, on vous met des liens pour aller chez Comic Zone, nos copains de Lyon, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis pas mal d'années maintenant. En plus, d'autant plus avec le confinement. Alors je sais pas si à l'heure où j'enregistre, je ne peux pas vous dire s'ils vont faire du click and collect, de l'envoi ou pas, mais dans tous les cas, ce qu'ils avaient déjà proposé la première fois qu'il y avait eu le confinement, c'était en fait de prendre vos commandes, de vous les mettre de côté et après de tout vous envoyer dès que c'était possible de le faire. Donc ils auront besoin, comme beaucoup d'autres, d'aide. Donc voilà, si vous avez un shop à côté de chez vous qui fait de la VO, n'hésitez pas à le soutenir. Si la commande à distance, ça ne vous fait pas peur, bah, n'hésitez pas à commander chez Comic Zone, d'autant plus que si vous commandez chez eux avec nos liens, on vous le cache pas, ça nous fait un tout petit pourcentage de bonus pour nous. Donc bah, ça nous permet également de faire perdurer le podcast. Et sinon, ben,
le Tipeee, toujours pour nous soutenir. On vous le répète à chaque fin de numéro et je sais que les 3/4 d'entre vous ont déjà quitté le podcast parce qu'ils savent qu'il y a toujours les... Tipeee, c'est le safe word de 11K. Ouais, c'est ça, c'est genre ça. Oh, il fait chier, machin. Mais bref, on vous invite. Bah oui, moi je continuerai parce que on vous le répète, le but c'est vraiment de professionnaliser, de pérenniser ce podcast avec l'ami Corentin. Donc on a besoin effectivement d'un soutien financier puisque c'est du travail et que travailler gratuitement, ça ne marche jamais sur le long terme et nous on est là pour durer. On espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve très très bientôt pour une multitude de podcasts avec les back issues du reconfinement, plein de lectures qu'on aura envie de vous partager, puis les front pages, les émissions, les Super Friends, l'omnibus sur la politique. Bref, le mois de novembre ça va être bien chargé. On espère que ça servira à nous occuper dans la joie et la bonne humeur parce que c'est bien de ça dont on a besoin. Corentin, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Bisous.